Alors, puisque j'ai parlé de ELV, parlons-en. Est-ce que ELV respecte l'intelligence des Français? ELV applique la stratégie de l'autre Europe. ELV, il y a 10 ans bientôt, c'était pour le référendum du 29 mai 2005, pour qu'une autre Europe soit possible, voter oui. Je rappelle l'exemple d'un courant de pensée, je l'ai dit, la même chose pour M. José Bové que pour M. Mélenchon. La probabilité d'avoir une Europe écologiste, c'est à peu près une seconde tous les 37 trillions d'années. On vient de le voir, on a appris hier, vous l'avez peut-être vu, que la Commission européenne vient de décider d'introduire 19 nouvelles variétés d'OGM. Alors prétendument que les États peuvent refuser de les appliquer. Oui, sauf que dans le cadre du marché unique européen, les États ne peuvent pas empêcher la libre circulation des produits faits avec des OGM ou des animaux nourris avec les OGM qui vont être vendus en France. Je ne parle même pas de la dissémination des pollens. Et puis ça, c'est la technique du salami. C'est-à-dire que la Commission européenne, dans un premier temps, dit oui, les pays pourront refuser. Et puis, quand il y aura à peu près 80% des pays qui auront accepté, dans un deuxième temps, on dira bon, maintenant c'est obligatoire. Hein, c'est comme ça que ça s'est passé les autres fois. Voilà. Donc en réalité, il n'y a pas d'Europe écologiste. C'est pas possible. La seule façon, par exemple, si vous ne voulez pas d'OGM, c'est de sortir de l'Union européenne, parce que là, on retrouve notre possibilité de décision nationale. Mais nous sommes alliés sur les OGM. J'ai montré ça dans une autre conférence. Sur les farines animales, c'est exactement de la même façon. En France, il y a massivement au Parlement européen, lorsque la réintroduction des farines animales est passée, il y a une très grande majorité de députés français européens, des députés européens de nationalité française au Parlement européen qui ont voté contre. Mais nous avons été les seuls, avec les Belges, à avoir une majorité contre. Tous les autres pays ont voté en faveur de la réintroduction des farines animales. Donc c'est bien notre appartenance à l'Union européenne qui nous impose la réintroduction des farines animales, les OGM et tout le tremblement. Et ceux qui vous disent « il ne faut pas sortir de l'Europe, il faut se battre pour une Europe écologiste » sont en fait non seulement des escrocs, mais des agents des puissances que vous croyez combattre. Parce que la seule façon d'en sortir, c'est justement de sortir de l'Union européenne. Et ceux qui disent « non, on va y rester, mais on va changer de l'intérieur », c'est comme tout à l'heure je disais Jacques Millard de l'UMP, il ne change rien du tout de l'intérieur, il vous force à accepter ce que vous ne voulez pas. C'est vraiment très grave. Hein. C'est pour ça que nous parlons de partis leurs qui sont encore plus nocifs que les autres. Parce qu'au moins, quand vous votez UMP ou PS, maintenant, en gros, on sait à quoi s'en tenir. Tandis que les faux opposants qui vous disent « votez pour moi, je vais faire changer le truc », vous mentent effrontément et vous entraînent, en fait, dans la nullité. Les farines animales, justement, j'en parlais. C'était le 29 juillet 2010, la Commission européenne a proposé de réautoriser les farines animales. Elle a jugé négligeable le risque lié à l'utilisation de ces farines composées de viande et d'os de mammifères pour nourrir les porcs, les volailles et les poissons. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les farines animales. Farines animales, c'est vous prenez ça, une charogne, et tout est bon hein, dans le cochon. Hein. Là, tout y passe. C'est-à-dire, c'est pas seulement la viande, c'est pas seulement les os, c'est également les poils, les cornes, les sabots, les dents, les mâchoires, tout y est. Vous passez tout ça, vous broyez, et vous passez ça ensuite dans des choses qui font ça s'échauffer à 165 degrés pendant 25 minutes. Paraît-il que le résultat est excellent. Sauf que les entreprises qui produisent les farines animales se sont dit chauffer des tonnes et des tonnes à 165 degrés pendant 25 minutes, ça coûte de l'énergie. À quoi bon ? On va le mettre pendant 5 minutes, ça suffira bien. 165 degrés pendant 5 minutes, ça sera bon. Ils ont raisonné en pensant que, effectivement, à 165 degrés, toutes les bactéries seraient détruites en 5 minutes. Ben, oui, manque de peau, non. Voilà. Les bactéries sont détruites, mais pas certains petits trucs microscopiques qu'on appelle les prions. Hein, et c'est justement, il fallait 25 minutes. Et comme ils avaient chauffé ça pendant 5 minutes et pas 25, il y a eu des prions qui sont restés dans les farines animales. Ça a donné l'ESB, l'encéphalopathe de spongiforme bovine. Bien. Résultat, les vaches qui avaient la tremblante. Résultat, des Anglaises qui avaient mangé, des Anglais qui avaient mangé de la viande, qui après ont eu la tremblante, etc. Le scandale des années 90. Vous vous rappelez ? Alors ça avait été interdit, mais sous le lobby, sous la puissance des lobbies de l'industrie agroalimentaire, ils sont remontés au créneau en disant il faut réintroduire les farines animales. Maintenant, c'est promis, craché juré, on fait cuire pendant 25 minutes. On le refera plus qu'on avait fait. Ah bon, alors très bien. Dans ces conditions, on est d'accord. Tel quel. Donc,
Alors la Commission a dit « Bon, on va quand même pas donner ça aux vaches, mais en revanche, c'est excellent pour les porcs, les volailles et les poissons. » Donc si vous avez mangé chez Kentucky Fried Chicken, n'oubliez pas comment les poulets vont être nourris. Pareil si vous mangez aussi des poissons, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette proposition a été transmise au Parlement européen et que le Parlement européen a approuvé la réintroduction des farines animales le 6 juillet 2011. Et que l'on voit ici les votes, pas de tous les pays, mais des principaux, enfin des premiers, par ordre alphabétique, et que c'est ça qui est très révélateur de l'arnaque européenne. Vous voyez ici que 10 députés autrichiens, ça c'est ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre, les abstentions, les présents, les absents, les non-votants. Les non-votants, c'est ceux qui étaient en train d'aller signer les papiers pour avoir leur argent. Oui, je rappelle que les députés européens gagnent en gros à peu près 10-12 000 euros par mois net d'impôts s'ils ne vont pas travailler. Mais si, en plus, ils vont travailler, alors là, ils ont droit à une prime. Une prime, c'est-à-dire que chaque jour de travail, ils vont signer leur truc, ils ont droit à 300 euros de plus par jour. Ce qui arrondit les fins de mois. C'est comme ça que Papy Le Pen, il en est à sa 32e année de député européen. En cumulé, ça fait 5,6 millions d'euros qui signent dans la poche nette d'impôts. Et je ne parle même pas des frais de secrétariat qui sont de 7,6 millions d'euros. Alors, je reviens à mon propos et à mes moutons, si j'ose dire. On a donc eu 10 députés autrichiens qui ont voté pour, 6 qui ont voté contre. Les Belges, 8 ont voté pour, 13 ont voté contre. C'est le seul pays avec la France à avoir majoritairement voté contre la réintroduction. Mais vous avez 11 Bulgares qui ont voté pour la réintroduction des farines animales, 5 qui ont voté contre. Je ne veux pas faire injure au peuple bulgare ou aux Chypriotes, puisque 6 députés chypriotes ont voté pour et 0 ont voté contre. Mais enfin, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que les Roumains, les Bulgares, les Chypriotes, ils vendent leur vote. Si les 6 députés chypriotes ont voté pour, c'est qu'il y a eu le lobby derrière qui a dû leur filer une petite enveloppe en disant « votez pour ». Vous avez eu 19 députés tchèques qui ont voté pour et 0 qui ont voté contre. Vous avez 11 députés danois qui ont voté pour, 0 qui ont voté contre. Vous avez eu 8 Finlandais qui ont voté pour, 5 qui ont voté contre, 83 Allemands qui ont voté pour et 7 qui ont voté contre. Sur 90 députés allemands au Parlement européen, 83 ont voté pour la réintroduction des farines animales, 7 ont voté contre. Vous avez eu 16 députés grecs qui ont voté pour, 3 qui ont voté contre, 17 Hongrois qui ont voté pour, 2 qui ont voté contre, 10 Irlandais qui ont voté pour, 0 qui ont voté contre, 52 députés italiens qui ont voté pour, 5 qui ont voté contre. Le pays qui s'est fait remarquer, c'est la France, que vous voyez ici, la France. Il y en a eu 8 qui ont voté pour et 56 députés qui ont voté contre. Un nombre écrasant de députés français qui ont voté contre la réintroduction de cette saloperie. Il faut bien appeler dire les choses par leur nom. Et c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les Français, c'est quand même encore des gens qui aiment bien manger. Il nous reste encore ça. Peut-être plus pour très longtemps. Enfin, en gros, il y a quand même un petit réflexe, un petit peu... les Français, ils aiment bien manger, ils aiment bien quand même la qualité de la nourriture, ils essayent. Donc ça, c'est un plébiscite. Là, on voit ce que c'est qu'un peuple, sur ce genre de statistiques. On voit ce que c'est un peuple. Alors, pour la petite histoire, les 8 qui ont voté contre, je ne résiste pas au plaisir de vous donner la liste des 8 députés qui ont voté contre, qui ont voté pour la réintroduction. Brice Hortefeux, avec lequel j'ai eu un débat que je vous conseille, c'est 2 étoiles dans le Michelin, mérite un détour. Tapez Hortefeux, sinon vous verrez un débat où j'ai eu au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand à l'automne dernier. Il y a Madame Corinne Lepage, qui est, paraît-il, une grande écolo devant l'éternel. Elle a créé un mouvement politique qui s'appelle Cap 21. Vous savez, ça veut dire que son objectif est d'avoir 21 adhérents. Vous avez ensuite Harlem Désir du Parti socialiste, qui a voté pour la réintroduction des farines animales, de même que Pervenche Berès du Parti socialiste et Joseph Daul du Parti EPP, Parti populaire européen, c'est-à-dire de l'UMP. Mais alors, là où ça fait scandale, c'est que vous avez eu 3 des 5 députés du Front de gauche qui ont voté pour. Notamment Elio Haro de La Réunion, Jackie Hénin et Jean-Luc Mélenchon, notre ami Jean-Luc Mélenchon, qui a voté pour la réintroduction des farines animales. Il faut le faire quand même. Sur 8 députés français au Parlement européen, sur tous les députés français au Parlement européen, il y en a donc 56 qui ont voté contre la réintroduction des farines animales. Il y en a 8 qui ont voté pour, et sur les 8, il y en avait 3 qui étaient du Front de gauche. Alors ça fait un petit scandale dans le Landerneau, petit scandale qu'avait relayé Libération,
Et on a eu droit à la technique de M. Mélenchon, l'autre technique, je vous l'avais expliqué, la technique de l'esclandre, c'est-à-dire qu'il a gueulé. Et ouais, je me suis trompé, etc. Tout le monde. Ah bah ouais. Bien. Allez taper, vous verrez Mélenchon, farines animales 2011. Vous verrez les trucs sur Google, vous retrouverez tout ça. Paraît-il qu'il s'était trompé. Enfin, pour quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême, il faut espérer que si un jour il était président de la République, il ne se tromperait pas lorsqu'il appuie sur un bouton pour appeler l'huissier et que ce n'est pas le bouton pour déclencher le feu nucléaire. Mais je referme ces petits trucs polémiques pour en revenir au fond du sujet. Il y a 8 députés français qui ont voté pour, 56 qui ont voté contre. Ça veut dire que les députés européens français ont voté majoritairement contre, à la différence des députés autrichiens, bulgares, tchèques, allemands, grecs. La conclusion à en tirer, c'est que si la France n'était pas dans l'Union européenne, jamais nous n'aurions réintroduit les farines animales, parce que les députés français, quand ils rentreraient dans leur circonscription, ils se seraient pris des tomates à travers la figure si les gens dans leur circonscription avaient su qu'ils avaient voté pour la réintroduction des farines animales. C'est pareil pour les OGM. Et c'est pareil pour beaucoup de choses en matière sanitaire, en matière d'agriculture et autres. Alors, je vais présenter ici ce que j'ai déjà présenté. Certains l'ont peut-être déjà vu. Je me permets de le représenter à ceux qui ne connaissent pas. C'est un calcul statistique que j'ai présenté devant les étudiants de l'école polytechnique. Il y a un certain nombre, il y a 1 an et demi. Il n'y avait rien trouvé à redire. Si vous avez un État indépendant, sa politique est tout le temps cohérente, soit de droite, soit de gauche. Je simplifie beaucoup le raisonnement. Enfin, en gros, vous avez soit le PS, soit l'UMP en France. Vous avez le PS au pouvoir, c'est une politique de gauche. Si le pays est indépendant, ce que c'était avant 1957, en tout cas avant 1992, c'est-à-dire avant l'euro, avant toutes les politiques définies par la Commission. Bon. Dans un État indépendant, la probabilité d'avoir une politique... Si on postule, pour simplifier le calcul, qu'il y a 50% de probabilité pour que le Parti socialiste arrive au pouvoir et 50% de probabilité pour que l'UMP arrive au pouvoir... La probabilité d'une politique cohérente de droite, c'est 50%. D'une politique cohérente de gauche, c'est 50%. La probabilité d'avoir une politique cohérente au total, c'est 100%. C'est toujours cohérent, soit de droite, soit de gauche. C'est 0,5 égale à la puissance 0 égale 1 pour les matheux dans la salle. La probabilité d'avoir, par exemple, une politique de gauche est de 50%. 0,5 à la puissance 1. Je postule que 50% est la probabilité que le PS arrive au pouvoir. Maintenant, quand vous avez 2 États que l'on force à adopter une politique commune, par exemple la France et l'Allemagne, et en limitant toujours les 2 pays à 2 partis, vous avez 4 possibilités. Parti socialiste, CDU en Allemagne, là vous avez une cohabitation gauche-droite. Parti socialiste en Allemagne, vous avez une cohérence de gauche. UMP en France, Parti socialiste en Allemagne, vous avez une cohabitation droite-gauche. UMP, CDU, vous avez une cohérence de droite. Dans un attelage de 2 États, encore une fois, je simplifie à l'extrême, je ne parle pas des extrémistes, je ne parle pas du centre, je ne parle pas des écolos, voilà, tout ça est extrêmement simplifié. Dans un attelage de 2 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une politique de cohabitation, c'est 50%, vous voyez 2 cas sur 4, ça sera en fait 1 moins 0,5 à la puissance 1, pour ceux qui aiment les formules mathématiques. La probabilité d'une politique de gauche, cette fois-ci, n'est plus que de 25%. Vous avez compris. Parce que si vous votez à gauche, vous n'avez plus la possibilité d'avoir que dans un cas sur 4, vous aurez une politique de gauche. Au niveau des 2 États. La cohérence de gauche. Puisque dans un autre cas, vous aurez la droite à Berlin. La probabilité d'avoir une politique de gauche au niveau des 2 États n'est plus que de 1 cas sur 4, 25%, ça fait 0,5 au carré, 0,25. Ça, c'est pour les matheux dans la salle. Maintenant, si on a 3 États que l'on force à adopter une politique commune, toujours en me limitant à la grande simplification qui consiste à dire qu'il y a simplement un parti de droite et un parti de gauche. Cette fois-ci, je prends l'exemple de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Vous avez le Parti socialiste à Paris, la CDU en Allemagne, le Parti populaire en Espagne. C'est la situation actuelle. Là, vous avez une cohabitation gauche-droite-droite. Vous avez le cas de figure du Parti socialiste à Paris, de la CDU en Allemagne, du Parti socialiste en Espagne. Vous avez une cohabitation droite-gauche, gauche-droite-gauche. Vous avez le PS, le SPD en Allemagne, le Parti populaire à Madrid. Vous avez une cohabitation gauche-gauche-droite.
Et puis vous avez le PS, le SPD à Berlin, le Parti socialiste à Madrid. Vous avez gauche, gauche, gauche. Enfin, vous avez votre politique de gauche au niveau des 3 États. Maintenant, ça c'est quand le PS est à Paris, mais il y a également lorsque c'est l'UMP. Donc vous avez l'UMP, la CDU, le PP, ça fait droite, 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 vous avez une politique de droite. Vous avez l'UMP, la CDU, le Parti socialiste, vous avez une cohabitation droite, droite, gauche. Vous avez l'UMP, le SPD, le Parti populaire, vous avez une cohabitation droite, gauche, droite. Et vous avez l'UMP, le SPD et le Parti socialiste à Madrid, vous avez une cohabitation droite, gauche, gauche. Vous voyez que nous avons un phénomène exponentiel. Plus on ajoute d'États, plus le nombre de possibilités de configuration devient croissant. Et vous voyez que les probabilités de cohabitation deviennent de plus en plus proliférantes. Cette fois-ci, dans 6 cas sur 8, il y a cohabitation au niveau de l'attelage des 3. Et vous n'avez plus désormais qu'une politique de gauche que dans 1 cas sur 8, une politique cohérente. Et une politique cohérente de droite uniquement que dans 1 cas sur 8. Donc, dans un attelage de 3 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'une cohabitation devient de 75% cette fois-ci. Rappelez, quand c'était un seul État, il y avait probabilité de cohabitation 0%. Quand c'était 2 États, c'était une probabilité de cohabitation de 50%. Maintenant, la probabilité de cohabitation devient de 75%. 1 moins 0,5 au carré égale 0,75. La probabilité d'une politique cohérente de gauche est de 12,5, c'est-à-dire 0,5 au cube. 0,5 au cube, rappelons-nous, c'est le nombre d'États. Alors, je passe sur le raisonnement mathématique pour ne pas alourdir cette conférence. Je le montre ici très rapidement. C'est avec des 2 puissance n moins n uplet, etc. Je ne pense pas qu'ici on soit dans un cours à Polytechnique. En première approximation, dans un attelage de n États, c'est une simplification extrême de la réalité. Dans un attelage de grand n États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une cohabitation est de 1 moins 0,5 à la puissance n-1, n étant le nombre d'États. La probabilité d'avoir une politique cohérente de droite est de 0,5 à la puissance n. La probabilité d'avoir une politique cohérente de gauche est de 0,5 à la puissance n. Ces statistiques sont valables dans la mesure où on part du principe qu'une élection dans un pays n'influe pas sur les élections dans le pays d'à côté. Ce qui, en gros, est vrai. C'est pas parce que les Espagnols ont fait partir M. Zapatero pour élire M. Rajoy, c'était passé de gauche à droite, ça n'a pas empêché les Français de faire exactement l'inverse, de chasser Sarkozy pour avoir Hollande. Donc en fait, il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre. Voilà. Alors, c'est un calcul exagérément favorable parce que je postule implicitement que les choix sont binaires droite-gauche. Or, c'est pas vrai, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre, les écolos. Deuxièmement, je suppose, et ça ne va pas du tout, je suppose que les droites et les gauches ont les mêmes programmes en fonction des États. C'est faux, c'est archi faux. Par exemple, entre Sarkozy et Mme Merkel, c'était droite et droite, mais ça n'empêchait pas Sarkozy et Merkel de se crêper le chignon constamment, parce qu'il y a par ailleurs les intérêts nationaux. D'ailleurs, le programme du Parti socialiste français n'a rien à voir avec le programme du Labour britannique, qui n'a rien à voir avec le programme du Parti socialiste finlandais ou du Parti socialiste espagnol, chacun ayant leurs histoires politiques personnelles. Donc je suppose qu'il n'y a pas d'opposition supplémentaire entre les intérêts nationaux, ce qui est archi faux. Mais néanmoins, cette approche statistique que je vais breveter, je vais déposer un brevet, puisque finalement, c'est quand même du simple bon sens que je fais. Figurez-vous que personne ne s'était jamais posé cette question alors qu'elle est au cœur même de l'arnaque de la construction européenne. Les concepteurs, c'est ça qu'ils avaient à l'esprit. Vous allez voir pourquoi. Mais qu'est-ce que ça donne? Pour 6 États, l'Europe des 6, qui a prévalu entre 57 et 72, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, même en se limitant simplement à un parti de droite, un parti de gauche, même en supposant que chacun a la probabilité de 50% d'arriver au pouvoir, la probabilité mathématique d'une cohabitation à la Commission européenne avec ces 6 États était, j'applique ma formule, 1 moins 0,5 à la puissance n-1, 1 moins 0,5 puissance 5, ça fait 0,969, c'est-à-dire 96,9%. Si vous préférez, ça veut dire pendant 97 années sur un siècle.
Et la probabilité que les 6 États de l'Europe des 6 aient une politique de gauche était de 0,5 à la puissance 7, 0,5 puissance 6, c'est-à-dire 1,55%, c'est-à-dire 18 mois sur un siècle. Arrêtons-nous un instant à ce constat. À l'Europe des 6, mathématiquement, avec les simplifications extrêmes que j'ai prises, et si on y introduit les complexités, ça devient encore beaucoup moins. Avec la simplification que j'ai prise, dans un attelage de 6 États comme était l'Europe des 6, la probabilité mathématique, si on postule que chaque parti a 50% d'arriver au pouvoir, la probabilité mathématique que l'on ait au même moment les 6 États qui soient dirigés par des socialistes, par exemple, par la force de gauche dominante, était de 18 mois sur un siècle. C'est-à-dire que pendant 98 ans et 6 mois sur un siècle, ça ne marche pas. Message envoyé ici aux gens de gauche. Et je pourrais dire la même chose pour la droite. La droite, c'est pareil, 18 mois sur un siècle. Et en fait, pendant 97 ans, vous avez la cohabitation droite-gauche. Ça, c'est pour 6 États. Mais maintenant, pour 28 États, pour 28 États, qui est la situation actuelle de l'Union européenne, là encore, même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, la probabilité mathématique d'une cohabitation, c'est de 1 moins 0,5 à la puissance n moins 1, donc moins 0,5 à la puissance 27, c'est-à-dire 1 moins 0,74 10 puissance moins 8, c'est-à-dire 1 moins 0,9, etc. Ça fait donc, en gros, 99,999 255 chances sur 100, c'est-à-dire, très exactement, pendant 99 999 ans, 364 jours et 18 heures, tous les 100 000 ans. Et la probabilité que les 28 États de l'Union européenne aient une politique unanimement de gauche, c'est de 0,5 puissance 28, c'est-à-dire 3 heures tous les 100 000 ans. Que les 28 États, au même moment, soient dirigés par 28 gouvernements socialistes est, en première approximation, de 3 heures tous les 100 000 ans. Et attention, je parle du Parti socialiste, je ne parle pas du Front de gauche ou du Front national, je vais en parler dans un instant. Parce que la probabilité que le Parti socialiste arrive au pouvoir est de 50%, c'est assez crédible. 50%, ça veut dire un cas sur deux. C'est assez crédible. Mais la probabilité que le Front de gauche arrive au pouvoir, c'est pas du tout de 50%. Et c'est encore moins le cas au Luxembourg. Alors, l'exemple actuel du Conseil européen confirme mes dires. C'est quelque chose que l'on ne dit absolument jamais aux Français, aux électeurs. C'est que l'Europe est en situation de cohabitation permanente. Actuellement, il y a 11 États membres qui sont dirigés par un parti qui appartient au niveau européen à ce que l'on appelle le Parti populaire européen, le PPE. Le PPE, c'est-à-dire l'équivalent de l'UMP. Vous avez 11 pays, c'est-à-dire très exactement le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, la Pologne, la Lettonie, la Finlande, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre. Vous en avez 9 qui appartiennent au Parti socialiste européen. La France, l'Italie, la Croatie, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie, le Danemark et la Suède. Vous en avez 5 qui appartiennent à l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe. C'est un peu l'équivalent des centristes du, disons, le MoDem. C'est la Belgique, les Pays-Bas, l'Estonie et la Slovénie. Vous en avez un qui appartient à l'Alliance des conservateurs et réformistes européens, c'est-à-dire une espèce, c'est le gouvernement britannique actuel, une espèce de parti conservateur très eurosceptique. Vous en avez un, la Grèce, qui appartient au parti de la gauche européenne, c'est-à-dire la gauche prétendument radicale, et vous en avez un qui est dans la catégorie autre, c'est la Lituanie, parce qu'on ne sait pas très bien où la classer, en fait. C'est une espèce d'alliance droite-gauche. Voilà. Donc vous voyez en fait que les faits confirment l'analyse probabiliste que je vous ai montrée. Je vous ai montré qu'il y a une cohabitation, en fait, pratiquement permanente sur 100 000 ans. C'est 99 999 ans, 364 jours et 12 heures. Et non, excusez-moi, 18 heures, plus 3 heures à droite et 3 heures à gauche. Les institutions européennes sont en situation de cohabitation permanente. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais ça veut dire que comme il faut, pour changer les traités, il faut l'unanimité. Et que si vous voulez changer les traités, par exemple, dans un sens qui verrouillerait, par exemple, les banques, etc., vous ne l'aurez jamais. Point. Si vous y croyez, vous avez beaucoup plus de chances de gagner à l'euro-million. Alors jouez à l'euro-million plutôt que de voter Mélenchon. Non, vraiment, je vous assure, vous avez beaucoup plus de chances statistiques. Vous savez très bien d'ailleurs que gagner le gros lot à l'euro-million, c'est vrai que ça arrive. Mais enfin, je ne pense pas que ça vous soit arrivé. Voilà. Hein, c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire aussi que, par exemple, lorsque les Français ont chassé Sarkozy et ont élu Hollande, il y a des Français, c'est triste, ils sont descendus dans la rue en disant « Ouais, c'est un nouveau 10 mai, comme en 81 ». Vous vous rappelez, lorsque Mitterrand avait succédé à Giscard, c'était la nuit qui succédait à la lumière. Bon, en réalité, vu de Washington, vu de l'oligarchie, les gens rigolent. C'est un peu comme des entomologistes, vous savez, qui regardent des fourmis dans une espèce de vivarium. Les gens disent « Oh, les Français sont passés de bleu à rouge ». Sauf que l'Espagne était passée de rouge à bleu quelques mois avant. C'est une espèce de Rubik's Cube insoluble. Vous comprenez comment ça marche? Alors, les conséquences, c'est que les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent rien changer, puisque nous sommes en situation de cohabitation permanente. Vous votez à droite, vous votez à gauche, ça ne change rien, puisque vous êtes 1 sur 27, et que de toute façon, il y a une cohabitation permanente, et que de toute façon, tout ce petit monde applique des traités qui sont écrits et qui ne sont plus modifiables. Le quatrième point, c'est que puisqu'il y a cohabitation de droite-gauche permanente indifférente aux élections nationales, il n'y a plus de changement politique possible. C'est toujours la même politique. Et ça devient, et comme les peuples se désintéressent complètement de ce Minsk, ça devient le règne des lobbies. Seuls les lobbies vont aller défendre leur bout de gras devant cette espèce de machinerie antidémocratique que plus personne ne comprend. La cinquième conséquence, c'est que les électeurs réalisent progressivement, élection après élection, qu'il ne sert plus à rien de voter à droite ou de voter à gauche, car ça ne change rien à la politique subie qui est justement imposée par les institutions européennes. L'abstention ne fait que grimper élection après élection. La conséquence ultime, c'est que toute possibilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec, puisqu'il faudrait l'unanimité des 28 gouvernements pour adopter un nouveau traité radicalement différent. Voilà. La meilleure preuve que je peux vous montrer, ça, c'était la campagne du Parti socialiste pour les élections européennes de 1979. Changer l'Europe, vivre au pays, Parti socialiste, en 1979. Et ça, c'était la campagne pour les élections européennes en 2009, changerl'Europe.fr. C'est-à-dire qu'en 30 ans, on avait tout simplement le même slogan, on avait simplement rajouté .fr. On peut donc anticiper ce que sera la campagne du Parti socialiste si on n'y met pas le haut là, en 2039. En 2039, ça sera changerl'Europe.4D, parce qu'à l'époque, on aura tous des télévisions 4D. 3D plus une quatrième dimension. Alors, revenons à nos moutons avec M. Mélenchon. Je vous ai montré des statistiques dans le cadre de 50%, 50%, UMP contre PS. Mais il ne vous a pas échappé que M. Mélenchon, c'est pas le PS. M. Mélenchon, c'est le Front de gauche. Et la probabilité que le Front de gauche arrive au pouvoir n'est pas la même que la probabilité que le Parti socialiste arrive au pouvoir. Le Parti socialiste, il arrive au pouvoir régulièrement maintenant, depuis Mitterrand. Mélenchon, non. La gauche de la gauche, représentant notamment, composé, pas uniquement du Parti communiste français. Je rappelle que le Parti communiste français est né, avec des difficultés, en 1920 au congrès de Tours de la SFIO, qui s'est scindé avec une section française de l'Internationale communiste, qui s'est scindée de la section française de l'Internationale ouvrière. Que cette section française de l'Internationale communiste, c'est l'ancêtre du PCF. Je crois que le PCF, le Parti communiste français,
a pris ce nom, me semble-t-il, sous l'occupation en 1942 ou 1943. En gros, les politiques considèrent que le Parti communiste français est né en 1920. Bon, ça veut dire que c'est un vieillard maintenant vénérable, il a 95 ans. Il va fêter en 2020 son 100e anniversaire, le PCF. Eh bien, depuis 95 ans, le PCF n'est jamais arrivé au pouvoir en France, du moins dans les principaux postes de décision. Le Parti communiste a eu des ministres de 1944 à 1947, à la Libération, jusqu'au départ des ministres communistes, avec le début de la guerre froide. Et ensuite, le Parti communiste a eu des ministres en France entre 1981 et 1984. Et les deux fois où le Parti communiste a eu des postes ministériels, il n'a eu jamais la présidence de la République, jamais l'hôtel de Matignon, et jamais un des 4 grands ministères de souveraineté, c'est-à-dire le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Il a toujours eu des ministères relativement techniques, mais pas des ministères de souveraineté. Donc le Parti communiste, depuis 95 ans, la probabilité qu'il soit arrivé au pouvoir telle qu'on peut la constater est 0. Alors je vais faire un calcul pour M. Mélenchon. Pour avoir une Europe à la Mélenchon. Et Mélenchon qui dit il faut donc avoir l'unanimité des pays d'Europe. Il faut que les 28 pays d'Europe, au même moment, aient Mélenchon ou un clone de Mélenchon à leur tête. Il faut qu'il y ait un Mélenchon britannique. Il faut qu'il y ait un Mélenchon danois. Il faut qu'il y ait un Mélenchon luxembourgeois, néerlandais. En réalité, pour avoir une Europe Mélenchon, vous savez, c'est comme dans les bandits manchots au casino. Mais dans les bandits manchots, il faut faire 4 fois, il faut qu'il y ait l'alignement des 4 pour avoir le jackpot. Là, il faut avoir l'alignement des 28 pour avoir le fameux jackpot de l'Europe Mélenchon. Le bingo. Quelle est la probabilité d'avoir les 28 en même temps ? L'exemple d'un courant de pensée ayant... Je prends un exemple qui est extrêmement gentil. Je dis que M. Mélenchon... Alors ce raisonnement s'applique aussi aux écolos ou bien au Front National. Je dis que M. Mélenchon, il a 15% de probabilité d'arriver au pouvoir. Comprenez bien ce que ça veut dire. Je ne dis pas qu'il va faire 15% des suffrages. D'ailleurs, il est très loin de les faire. Je dis 15% de probabilité, ça veut dire que vous avez la probabilité d'arriver au pouvoir une année sur 6. Ou sur 7. C'est ça que ça veut dire, 15%. Une année sur 6, ça serait 16,66. La probabilité. Avoir 20% de probabilité d'arriver au pouvoir, ça veut dire qu'en moyenne, mettons sur 50 ans, vous êtes 10 ans au pouvoir, c'est-à-dire 20% du temps. Donc 15%, ça veut dire la probabilité d'arriver au pouvoir une année sur 6. C'est très 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 généreux, puisque sur les 95 ans écoulés, ça a été 0. Normalement, je ne devrais pas faire un calcul sur 15%, je devrais faire un calcul sur 1%. C'est encore plus généreux parce que je postule que cette même probabilité est identique dans les 28 États. Or, la probabilité d'avoir une force portée par le Parti communiste qui arrive au pouvoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, c'est 0. Mais 0,000. Il y a le Parti communiste au Luxembourg doit représenter, peut-être, ça doit tenir dans une cabine téléphonique. D'ailleurs, tout le monde sait que les pays d'Europe du Nord, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les pays de Scandinavie ont toujours été des pays totalement rétifs au communisme. Vous le savez. En Royaume-Uni, le Parti communiste n'a jamais dépassé 1 à 2% depuis 100 ans. Les pays scandinaves, c'est pareil. C'est pas leur genre, c'est pas leur truc. Les partis communistes, ils ont fait des scores importants dans les pays de tradition catholique romaine, pour des raisons qui seraient intéressantes à analyser d'un point de vue socio-culturel. Donc c'est en Grèce, qui est pas catholique, mais qui est orthodoxe, mais c'est dans les pays catholiques romains comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France, qui sont des pays de dogme, des pays... qu'il y a eu un fort parti communiste qui était une espèce de laïcisation d'une partie de la chrétienté. Les gens qui ont investi la politique d'idéaux évangéliques.
Donc il n'y a que dans les pays d'Europe du Sud qu'on a eu des forts partis communistes, en France, en Espagne, etc. Pas du tout le cas dans l'Europe du Nord. Et je postule néanmoins qu'il y a 15% de probabilité que les Britanniques aient un jour un communiste à leur tête. C'est délirant. Mais je fais un calcul par excès. En attendant, pour 28 États, j'applique ma formule mathématique. La probabilité mathématique que l'Europe adopte la politique proposée par EELV, parce que le même raisonnement s'applique à EELV, ou par le Front National, ou par le Front de gauche, est actuellement donc non pas de 0,5 mais de 0,15, 15%, à la puissance n, c'est-à-dire à la puissance 28, c'est-à-dire 0,853, 10 puissance moins 23. C'est-à-dire très exactement 0,853 chances sur 100. Et pour que ça vous parle un tout petit peu davantage, ça représente exactement une seconde tous les 37 trillions d'années. 37 milliards d'années. Je vous signale que la planète Terre s'est créée il y a 4,54 milliards d'années. Ça veut dire qu'il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la journée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir la politique d'une Europe Mélenchon pendant une seconde. Alors précipitez-vous, si vous votez Mélenchon, je vous en prie, allez acheter vraiment un ticket de l'euro-million. La probabilité de gagner le gros lot est 100 milliards des milliards et des milliards de fois supérieure à celle d'avoir l'Europe Mélenchon. Alors comme je l'ai dit, qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur Mélenchon? Depuis que j'ai fait ça à Polytechnique, il y a eu... j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz en ce moment au Front de gauche. On m'a dit, paraît-il, qu'il y a eu récemment une réunion des instances supérieures du Front de gauche où il y a des gens qui ont dit qu'il faudrait sortir de l'Union européenne et que cette motion aurait quand même recueilli 24% des voix. Et d'ailleurs, nous voyons arriver à l'UPR un certain nombre de gens, d'électeurs déçus du Front de gauche, parce que les gens sont quand même pas complètement cons. Et on a beau dire, oui, là, il a été dans un cabinet, il a fait une conférence chez un type qui était un skinhead. Vous vous rendez compte, il ne faut pas l'écouter. Bon. Il y a quand même des gens qui vont un peu plus loin. Ils disent, attends, il fait des conférences partout. Il en a fait devant le Parti communiste pour un renouveau communiste en France à Lens, devant l'Association des Amis du Monde diplomatique, dans tel bureau, dans tel local de la CGT à Paris. On va quand même écouter ce monsieur. Et c'est que les gens se disent, mais ce qu'il dit n'est pas totalement inintéressant. Je commence à comprendre pourquoi je me fais avoir depuis des années. Et ça peut durer encore des siècles et des siècles si je continue à me faire avoir avec ce Binz. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour réhabiliter la politique, pour que vous compreniez comment on vous arnaque. Parce que, en fait, cette arnaque sur l'autre Europe, c'est exactement la même chose que l'arnaque des organisateurs de l'auto. Pourquoi est-ce qu'il y a le loto? Vous croyez que c'est c'est parce que les États aiment s'amuser? Pourquoi est-ce que les États organisent des lotos? C'est pour s'amuser? C'est pour donner une place de distraction? Non. C'est parce que tout simplement, il y a des mathématiciens derrière qui calculent que ça rapporte énormément d'argent à celui qui organise le loto. C'est comme les casinos. Les gens qui jouent au loto se font arnaquer. Parce qu'ils peuvent jouer. Alors évidemment, c'est le slogan de la Française des Jeux, 100% des gagnants ont joué. Oui, ça c'est vrai. Bien sûr. Mais en réalité, vous pouvez jouer pendant des années, des décennies, vous mettre des sommes considérables, vous n'aurez jamais le gros lot. C'est-à-dire, vous avez vu, maintenant, c'est interdit pour les mineurs. Ils n'ont pas, il y a des restrictions qui ont été mises par la loi pour essayer d'empêcher les gens. Parce que parfois, vous avez des gens, on en voit souvent, hein, c'est souvent d'ailleurs des pauvres gens. Des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui parfois, j'en vois par exemple dans un café, ils mettent 100 €, 150 € pour jouer au loto. Mais je veux dire, la probabilité que vous gagnez est absolument égale. Ah, c'est vrai que c'est pas zéro. C'est vrai que c'est pas zéro. C'est l'espoir qui fait vivre. Mais c'est tellement infinitésimal que vous allez perdre la probabilité que vous perdiez sur longue période des milliers d'euros dans l'espoir vain d'être un jour le gagnant au loto, et c'est ça la probabilité dominante. Ben là, c'est exactement la même chose, en bien pire. Ceux d'entre vous qui veulent continuer à voter pour une autre Europe, qui croient à l'Europe Mélenchon, ou qui votent pour une Europe écologiste, ou qui votent pour une Europe Front National, etc., en réalité, se font arnaquer. Ils n'auront rien de ça, ils auront l'Europe telle qu'elle est. C'est d'ailleurs ce qu'on constate, hein. Je ne fais que vous expliquer ce qui se passe, mais de vous donner les clés de compréhension.
Il y a 13 ans, d'ailleurs, on voyait... Je ne suis même pas sûr que c'était il y a 13 ans, c'était il y a, je crois, un peu plus, c'était au moment du traité de Nice. Vous voyez ici des forces de gauche, Attaque, Confédération Paysanne, CFDT, la LCR, le PCF, etc. C'était donc, au moment, c'était il y a 15 ans en fait, c'était le collectif pour une autre charte, pour une autre Europe, pour un autre monde, à l'occasion du sommet européen de Nice de 2000 qui a débouché sur le traité de Nice. Tandis que les gouvernements construisent sans les citoyens et contre une Europe dominée par la logique néolibérale, une autre Europe se dessine à travers la lutte des sans domicile, sans travail, sans revenu, sans papier, sans droit, etc. Les mobilisations citoyennes, les luttes des salariés, les luttes des femmes contre les violences et la pauvreté. Enfin, c'est un poème à la Prévert, on y met tout et son contraire. Il est possible de construire une autre Europe dans un autre monde. Cette Europe doit se faire entendre à Nice. Ça, c'est la rhétorique de l'extrême gauche que certains d'entre vous connaissent. C'était en 2000, c'était il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on vous disait déjà ces mêmes trucs. Je vous ai rappelé d'ailleurs tout à l'heure que Pierre Mendès France, en 1957, proposait déjà une autre Europe. Moi, je vous explique pourquoi ça n'aura pas lieu. Ça ne peut pas avoir lieu. Retenons bien la grande manip de tous les opposants bidons au système européiste. De tous. Front National, Front de gauche, DLR devenu DLF, extrême gauche. Je ne parle pas de l'UMP. Finalement, j'ai presque un petit peu de, pas de sympathie, mais presque un petit peu d'indulgence pour l'UMP, le Parti socialiste et le MoDem, parce qu'au moins c'est clair. Au moins on sait que c'est des trucs européistes. On n'est pas trop trompé sur la marchandise. Bon. En revanche, il faut être beaucoup plus précis, vigilant. Et en fait, moi j'en veux beaucoup plus. Au Front National, au Front de gauche, à DLR, à l'extrême gauche, à tous ces partis qui prétendent être des partis d'opposition, mais qui en réalité, les écolos, en réalité servent le système qu'ils prétendent combattre. La grande manip de tous ces prétendus opposants. Premièrement, ils dénoncent de façon virulente et superficielle l'Europe, les questions européennes. Ils font tous un diagnostic cinglant, très méchant, mais souvent très bien vu. Ils dénoncent tous. Nous disons à peu près la même chose que c'est vrai. Ou eux disent à peu près la même chose que nous quant aux conséquences visibles. Ça, c'est exact. Mais ils en imputent tous, la responsabilité aux autres partis politiques français et non à l'irréductible divergence des intérêts nationaux qui rendent intrinsèquement non viable le projet européen. C'est l'une des différences essentielles. Nous disons que c'est le principe même de base qui ne peut pas marcher. Et parce que ça ne peut pas marcher, c'est justement ce pourquoi les Américains ne cessent de le promouvoir. Et ils nous demandent de faire entrer la Croatie maintenant. Et il faut faire entrer, c'était le 28e État, et il va falloir faire entrer la Bosnie-Herzégovine, et puis il va falloir faire entrer la Turquie, et puis il va falloir faire entrer la Moldavie, et puis il va falloir faire entrer peut-être la Géorgie, et l'Azerbaïdjan, et l'Ukraine, et puis la Macédoine, etc., etc. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel État, ça complexifie le système qui devient totalement ingérable et en fait, ils permettent à l'oligarchie euro-atlantiste de piloter l'affaire. Ils gardent tous, par ailleurs, le silence absolu sur la stratégie des États-Unis en Europe. Demandez au Front National, à DLR, au Front de gauche, à l'extrême gauche, aux écolos, mais au fait, qu'est-ce que font les États-Unis avec la construction européenne ? Alors voilà donc un État, les États-Unis d'Amérique, l'hyperpuissance mondiale, qui se préoccupe lorsque d'un seul coup, je ne sais pas, le président du Burkina Faso a un corps au pied, aussitôt Washington réagit à n'importe quoi, ce qui se passe au Népal, ce qui se passe au Paraguay. À chaque fois, Washington a son mot à dire, intervient. Puis pour la construction européenne, qui aurait vocation à s'opposer à eux, les États-Unis resteraient les bras ballants et ne s'y intéresseraient pas. Ça, c'est la première chose, la dénonciation virulente mais superficielle de ces pseudo-opposants. Et la phase 2, des solutions bidons qui ne dépendent pas des Français. Tous autant qu'ils sont, Front National, Front de gauche, DLR, extrême gauche, écolo, ils proposent tous de changer cette Europe. Sous-entendu, il y aurait une autre Europe possible. Tous se refusent à expliquer par quel miracle ils pourraient convaincre l'unanimité des 27 autres États
plus Washington d'approuver leur projet. Jamais ils n'évoquent ce léger détail. C'est que tous leurs projets ne pourraient marcher qu'à la condition que les 27 autres États, plus les États-Unis d'Amérique, aient donné leur feu vert. Autrement dit, rien. Jamais ça ne se produira. Et puis enfin, la phase 3 de la manipulation, c'est le bobard du fin politique, parce que, évidemment, l'UPR se développe, de plus en plus d'adhérents, de sympathisants vont voir les autres partis politiques, participent à des réunions, à des LR, au Front National, au Front de gauche, chez les écolos. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même sensibles à ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit n'est quand même pas totalement stupide. Je suis désolé de le dire. Et donc il y a beaucoup de gens qui viennent nous écouter, puis après qui vont dans leurs réunions, puis qui disent ça. Et à ce moment-là, en général, presque tout le temps, on leur dit, outre les méchancetés d'usage sur l'UPR, on leur fait le coup du bobard du fin politique. C'est-à-dire, ah oui, mais c'est beaucoup... Asselineau, ça va pas du tout. Il est beaucoup trop... Il comprend rien à la politique. Il y a quelqu'un qui s'est fait une spécialité de dire que j'étais un excellent conférencier, je n'étais pas un homme politique. Bon. En attendant, je ne suis peut-être pas un homme politique, mais j'ai créé, avec rien, sans argent, sans médias, sans aucun soutien, j'ai créé un mouvement politique qui a maintenant plus de 7600 adhérents et qui gagne à peu près 9 à 10 adhérents par jour spontanément. C'est le parti en plus forte croissance de France et sans aucun média. J'ai peut-être quand même quelques qualités en matière politique, j'en sais rien. C'est peut-être une hypothèse à envisager. En attendant, on dit derrière nous que oui, mais nous, on n'y connaîtrait rien, etc. Il est beaucoup plus malin de ne pas le dire. Vous avez entendu ça. Je m'adresse ici à ceux qui vont chez DL. Oui, mais c'est beaucoup plus malin, il ne faut pas le dire. Des gens qui se prétendent gaullistes, par exemple, qui disent « Mais non, il ne faut pas le dire ». C'est comme si quelqu'un était allé voir De Gaulle le 17 juin en disant « Chut, demain, on ne dit rien. C'est beaucoup plus malin de ne pas faire d'appel à la résistance. Hein. » Eh bien, c'est pas vrai. Ceux qui vous disent qu'il est beaucoup plus malin de ne rien dire, hein, face à leurs adhérents qui demandent pourquoi leurs analyses et leurs projets restent si flous et inconstants, tous en interne répondent que ce serait beaucoup plus malin d'avancer masqué, qu'Asselineau et l'UPR ne seraient pas assez fins politiques. Sauf que les autres partis sont tous sur le déclin rapide et que nous, on est en ascension exponentielle. Voilà. Parce que tout simplement, les Français, c'est le peuple de Gaulle, c'est le peuple de Clémenceau, c'est le peuple des soldats de l'an 2, c'est le peuple de Zola. C'est un peuple qui encaisse beaucoup de choses, qui se laisse un peu aller, qui accepte plein de trucs. Et puis c'est un peuple qui d'un seul coup se réveille et il a des explosions, des éruptions volcaniques. Et c'est un peuple, les Français, qui se rappelle deux choses. La première chose, c'est que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Si l'UPR se développe si rapidement, c'est parce que nous disons la vérité. Je crois avoir, au cours de cette conférence, vous avoir déballé tout ce que j'avais à vous dire. Je ne pense pas à aucun moment dans cette conférence avoir tenu des propos abscons, difficiles à comprendre, sinon vous me le direz. Mais je crois que tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Et les Français, ils aiment la clarté. C'est un peuple quand même cartésien. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais dire aux Français qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose et les prendre pour des enfants ou des imbéciles. Au contraire, toute l'histoire de France a montré que lorsque l'on prenait les Français pour des gens intelligents, des gens responsables, des gens qui devaient sauver leur pays, c'est à ce moment-là qu'on obtient des Français un miracle, le miracle du redressement de la France. Comme le disait Napoléon, impossible n'est pas français. Merci beaucoup de votre attention.